je m'appelle Chloé Vanier, je suis ingénieure d'application pour la société Visua 3D qui a développé un outil de visualisation des données 3D, que ce soit pour le patrimoine, pour l'industrie, pour le médical. L'intérêt, ça a été d'offrir à tout le monde la possibilité de visualiser des images de très gros volume et tout ça simplement sur Internet sans avoir besoin d'une machine assez puissante. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de 3D, d'imagerie 3D, d'impression 3D, mais tout ça, ça demande beaucoup de puissance de calcul. Et on a essayé, en mettant en place cette plateforme assez simple, de donner à tout le monde la possibilité de visualiser ces données simplement, et même le public. On travaille avec le musée du Quai Branly depuis 6 ans maintenant, donc ça prend du temps de travailler sur la 3D pour le patrimoine. Et ça demande de l'évangélisation de tout le monde avant de pouvoir faire ce genre d'images et de prestations. Donc on va voir un peu plus technique en ce qui concerne la numérisation d'une œuvre. Donc qu'est-ce qu'on entend par numérisation d'une œuvre? Donc là c'est plus du papier, c'est plus du 2D, c'est du 3D. Quels équipements on utilise, quelles données on récupère de ces opérations et quelles sont les applications, la recherche, la muséographie, l'impression 3D, j'en ai ramené ici, vous pourrez les voir ensuite, les réalités virtuelles, il y a aussi un casque HoloLens si vous voulez. Donc la numérisation, on va déjà voir qu'il y a deux grosses partie dans la numérisation 3D et l'acquisition volumique des données, où là on va avoir une information sur le contenu à l'intérieur, on va traverser la matière et on aura du coup de l'information sur l'objet, la constitution on va dire de l'objet. On a dans ces modes d'acquisition, on trouve l'imagerie médicale, le scanner, l'IRM et les tomographes industriels. Et on a aussi l'acquisition surfacique avec des scanners 3D à main qui vont là, dans ces cas-là, nous donner des informations sur le volume, les dimensions, mais aussi les vraies couleurs. On va avoir exactement l'aspect de l'objet, mais on n'aura aucune information sur ce qui se passe à l'intérieur. Et on a aussi la photogrammétrie qui est du coup aujourd'hui ouverte à tout le monde, même avec son téléphone portable. On peut aller dans un musée, faire le tour d'une pièce et ressortir avec sur son téléphone un objet 3D. Donc pour faire simple, le scanner à rayon X, du coup, on a, quand on va à l'hôpital, on fait un scanner. La méthode, le scanner utilise la propriété du faisceau de rayon X qui va traverser la matière de manière plus ou moins importante en fonction de la densité. On a un émetteur et des récepteurs qui vont tourner autour d'ici du corps humain, mais de l'œuvre si c'est une œuvre, créer des images en coupe et à la fin on va pouvoir reconstruire une donnée 3D. On a une bonne résolution, c'est très rapide, il faut savoir qu'en 1 minute on a passé une œuvre sur la table. Et aussi c'est assez facile d'accès puisque des scanners on en trouve un peu partout, on a des partenariats avec des établissements souvent privés, et qu'on peut passer les objets des musées le soir, une fois qu'il n'y a plus de patients, le matin très tôt avant que les patients arrivent, et c'est du coup assez facile. Les limites, c'est bien sûr la dimension, on comprend bien qu'on est limité par le champ d'acquisition qui est à la base celui d'un corps humain, et aussi la puissance du rayon X, parce que le but n'étant de ne pas irradier les patients et de réduire de plus en plus la dose, on ne peut pas envoyer des rayons trop puissants sur les objets et du coup, dès qu'on a des objets métalliques, on a des risques d'artefacts. Le rayon, au lieu de traverser la matière, vu qu'il n'est pas assez fort, il va réfléchir et ça va renvoyer au détecteur une fausse information. Donc en général, sur les objets métalliques, on a un halo autour qui est du coup de la fausse information. Mais on arrive quand même à lire ces données, ces images et du coup à en tirer des conclusions. Pour l'IRM, l'IRM est basé, lui, sur la propriété magnétique de l'hydrogène qui est contenu dans l'eau. On va plonger la salle dans un champ magnétique, on va avec un émetteur envoyer un signal radio, et toutes les molécules d'eau qui ont été à la base mises dans un seul et unique
dans une seule et unique position, avec cette fréquence vont bouger, et quand on va éteindre la fréquence, elles vont se remettre en place et émettre à leur tour un signal. C'est ce signal qui est ensuite observé, et c'est avec ce signal qu'on en déduit des images. Donc, en gros, l'image que l'on a en IRM, ça nous donne une représentation des tissus en fonction de la quantité d'eau qui les compose. Donc on voit bien que l'intérêt pour des œuvres d'art est assez limité, parce qu'on a rarement de l'eau. Et surtout, on plonge la salle dans un champ magnétique, donc on imagine bien qu'il ne faut aucun, mais vraiment aucun objet métallique dans la salle. Mais rien du tout, sinon on détruit tout. La salle, l'IRM également. Donc c'est très très rarement utilisé pour le patrimoine, parce qu'on a toujours un risque qu'il reste un petit objet métallique. Ça a été fait quand si on a avant passé l'objet justement au scanner, qu'on a identifié qu'il n'y avait vraiment aucun objet métallique à l'intérieur du corps, etc. Mais c'est vrai que c'est très très rare. Surtout que c'est pas très accessible, parce qu'on a beaucoup de scanners, mais on a encore assez peu d'IRM dans tous les hôpitaux, que la liste d'attente pour un patient est déjà assez longue et qu'on ne va pas prendre la place d'un patient qui en a vraiment besoin pour passer à une œuvre d'art, une éthique. Ensuite, on trouve aussi des tomographes industriels, donc même des musées sont équipés. Le Muséum d'histoire naturelle à Paris en a un. Ça marche sur le même principe qu'un scanner médical, donc sur l'atténuation du faisceau de rayon X. Dans ces cas-là, c'est beaucoup plus long parce que ce n'est plus du coup la table qui se déplace avec l'objet dessus, mais la pièce qui va tourner sur elle-même. On a un rayon qui va être un faisceau qui va être émis d'un côté, le détecteur de l'autre, et au milieu la pièce qui va tourner petit à petit, se stabiliser. Donc il faut compter une demi-heure, une heure, voire plus pour une acquisition. Donc c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus coûteux, mais on a une résolution qui est bien meilleure, et surtout on n'est pas limité sur la puissance du faisceau de rayon X. Donc pour tout ce qui est objet métallique, on a vraiment un gain en information qui est assez important. Ensuite, pour les scanners à main, c'est pareil, on en trouve de plus en plus. C'est assez simple d'utilisation, même aujourd'hui, il y en a qui ont intégré les ordinateurs dans le scanner en lui-même. On n'a plus qu'à se balader avec un objet qui ressemble un peu à un fer à repasser. On tourne autour de la pièce et on arrive à acquérir des informations sur le volume, les dimensions et la couleur de l'objet. Par contre, bien sûr, on n'a pas d'informations sur l'intérieur, mais on a les vraies couleurs, et donc pour des poteries, des choses comme ça, des décors, ça devient beaucoup plus intéressant que du scanner à rayon X. Mais ça ne marche pas sur toutes les surfaces, parce que dès qu'on a des surfaces brillantes ou réfléchissantes, vu que les techniques sont basées souvent sur des rayons laser, les données sont faussées aussi par le fait que les rayons sont réfléchis comme il ne le faudrait pas, et que sur des surfaces transparentes, le rayon traverse juste l'objet. La photogrammétrie, donc c'est assez répandu aujourd'hui, et notamment pour le grand public. Et c'est basé sur l'analyse des informations qu'on trouve dans la photo. Donc tout est pris en compte, le décor dans le fond, des points de l'objet. Et plus on fait de photos, meilleur le résultat sera. Par contre, c'est vrai qu'avec un téléphone, on arrive à avoir des choses intéressantes pour avoir chez soi un petit objet. Mais si on veut vraiment de la qualité, il faut quand même avoir un appareil photo qui fasse de très bonnes photos pour que ça soit exploitable et utilisable dans les musées. Voilà, et ensuite donc on va voir comment on peut traiter ces données. Donc on récupère à la fois des scanners médicaux ou des scanners industriels, parce qu'on récupère des données qui sont très très volumineuses et qui sont aujourd'hui pas forcément lisibles pour tout le monde. Au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de musées qui demandaient à des radiologues de passer des objets au scanner, et ensuite ils repartaient avec des photos. Comme nous, quand on fait un scanner, en général, on repart ou avec un CD, mais souvent avec des photos. Et le problème, c'est que le conservateur derrière, il regardait les photos et il disait: c'est bête, parce que j'aurais bien aimé un angle un peu plus à droite ou à gauche, une autre vision, un autre filtre. Et donc, du coup, il fallait rappeler le radiologue, lui demander sur sa console de radiologie de nous refaire des données. Et c'était assez long, et du coup ça a perdu un peu l'intérêt.
C'est pour ça qu'on a développé cette plateforme qui permet donc de visualiser les données issues de l'imagerie médicale. Donc pour faire simple, on a ces coupes des tranches de l'objet qui vont être empilées, et du coup du pixel on passe au voxel. Chaque voxel est associé à un niveau de gris qui correspond en gros à la densité de l'objet. Et à partir de ce volume-là, nous derrière on peut le traiter et on va pouvoir assigner une couleur et une transparence à ce voxel pour faire un rendu 3D. Pour tout ce qui est données surfaciques, donc dans ces cas-là on n'a pas d'informations à l'intérieur, mais on parle dans ces cas-là de mèche ou de maillage, c'est des objets 3D, c'est des coordonnées de points reliées par des arêtes qui vont former une surface. Plus on a de points, plus l'objet est de bonne qualité, mais bien sûr plus le format est lourd et coûteux en temps de calcul. C'est pour ça qu'on a, en développant cette plateforme, on a déporté le calcul, donc le calcul est fait dans un cloud extérieur, et l'utilisateur de son côté n'a juste besoin d'une connexion Internet. Donc on voit ici un exemple de comment on peut traiter les données volumiques. Donc on a dit, on a associé à chaque voxel un niveau de gris. À ce niveau de gris est associée une valeur de l'unité Hounsfield de son inventeur. Et en gros, pour un corps humain, les voxels qui sont plus noirs représentent l'air, tout ce qui est plus blanc représente les blancs. Et au milieu, les dégradés de gris, on va avoir la peau, la graisse, les tissus mous, le cartilage, les os. Ce qui permet de jouer avec la coupe et de visualiser à la fois l'os, la peau, en transparence ou non. Et on va faire la même chose avec les objets pour avoir du coup la possibilité de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On prend un objet en bois, on sait qu'il y a des choses à l'intérieur, on le passe au scanner. On va pouvoir mettre le bois en transparence et visualiser les ossements qui sont cachés dedans, les coquillages, ce genre de choses. Est-ce que ça va se lancer? On va faire manuellement. Donc là, voilà, c'est juste un exemple de la plateforme. Donc c'est pas forcément avec un objet du patrimoine, puisque ça va être un poignet, mais c'est le type de plateforme que le musée a sur place. C'est pour ça que nous, on n'a pas accès à leurs données, tout est resté sur leur plateforme dédiée à eux. Et ils peuvent donc de partout dans le musée se connecter et avoir accès à ces données-là. Ça demande un peu de formation, mais il faut avoir travaillé avec un grand nombre de restauratrices sur place. C'est assez rapide de prise en main et ça leur permet d'avoir une vision vraiment de l'objet en 3D et de pouvoir intervenir sur des restaurations, sur des points précis et d'avoir pu étudier vraiment avant l'œuvre en détail avant de s'attaquer à la restauration. Donc ensuite, pour les applications, donc, ce qu'on a vu avec le musée du Quai Branly pour l'étude des collections du patrimoine, parce qu'à la base, on est rentré au musée du côté analyse et pas du côté médiation. C'est vrai qu'on a commencé par numériser les têtes maoris qui ont dû être rendues à la Nouvelle-Zélande. La loi était passée, le musée avait des têtes maoris, ils se sont dit mince, il faut qu'on les rende, ils arrivent dans 20 mois et on doit la rendre, on n'a rien fait avec. Du coup, ils se sont dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose, et c'est là qu'on est arrivé en disant pourquoi pas les scanner. On le faisait pour l'industrie, donc pourquoi pas pour les têtes aujourd'hui. On a numérisé toutes les têtes. Ils ont également fait des prélèvements dessus et elles sont parties à la Nouvelle-Zélande. Et derrière, ça nous a permis de faire une étude morphologique sur les os, d'essayer de voir justement avec toutes ces données-là qu'on avait, d'en déduire des choses sur leurs origines et tout ça. Et ça a été très intéressant. Et ils se sont dit, pourquoi pas continuer. C'est vrai que pour l'étude, c'est quand même un grand atout. Et
continué avec des masques Kanak avant restauration, et au fur et à mesure, aujourd'hui, on a plus de 150 œuvres du musée qui ont été numérisées. Donc, avec plus ou moins d'intérêt, mais c'est vrai que de nombreux conservateurs viennent aujourd'hui nous voir et nous dire ah ben, j'ai ça, il faudrait qu'on le numérise parce que je suis sûre qu'on va découvrir énormément de choses. Ensuite, c'est aussi un grand atout pour le rapprochement des compétences. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'une fois qu'on avait numérisé une œuvre et qu'on disait on va se faire une petite réunion, on arrivait à avoir des conservateurs, des anthropologues, des radiologues aussi. Au moment où on passe l'œuvre, ils sont très intéressés, ils vont avec nous étudier l'objet, et tout ça autour d'une même pièce, même des personnes de musées, d'universités différentes. Ça nous a permis d'avoir encore plus de compétences autour d'une œuvre, et c'est vraiment un grand atout. Et bien sûr, après, pour la muséographie, donner les possibilités au public de visualiser toutes ces informations, c'est assez intéressant, mais ça reste encore assez tabou parce que pour les musées, ça ne doit pas être gadget. Le problème, c'est que le numérique devient un peu trop gadget, donc on a du mal à rentrer dans la médiation et donner accès à toutes ces informations-là au public. Donc là, on voit un exemple d'un fardeau péruvien qui a été donc passé au scanner avec le conservateur. Donc on a ici la photo de l'objet, ce qu'on a vu à l'intérieur. Donc il y a un enfant disposé en position fétale. On a pu à peu près déterminer l'âge avec l'éruption dentaire, parce qu'il y avait encore les dents de lait et les ondes primitives qui apparaissaient. Il a à côté de lui du maïs, un appareil à tisser, donc il a tout pour sa vie dans l'au-delà, il a tout avec lui. Donc on voit très bien ici les dents. On voit derrière également, il a un collier autour du cou, certainement fait de coquillage. Donc on a découvert un fruit, du maïs, voilà les fuseaux pour tisser. Il a des objets encore non identifiés dans les mains. On a montré ces objets à un grand nombre de personnes, même au Pérou. On n'a pas encore on ne sait toujours pas ce que ça peut être. On a travaillé aussi avec des graphistes qui nous ont permis de faire de belles images, parce que c'est vrai que les données qu'on a après, elles peuvent être exportées, retravaillées avec des graphistes. Et ensuite, c'est pas grave, c'est un petit film qui montrait donc l'objet qui tourne, et c'est ce qu'on pourrait mettre, par exemple, donner au public la possibilité de voir ces analyses-là. Et là, justement, c'est avec un anthropologue avec lequel on a travaillé. On avait imprimé en 3D la tête de l'enfant. Et 2 heures après, avec cette tête dans les mains, il était encore en train de nous montrer qu'il avait une déformation du palais, qu'il avait dû avoir une maladie, il était mort de ça, qu'il y avait plein de choses. Et c'est vrai que la possibilité de réimprimer des objets qui sont cachés à l'intérieur, on n'ouvrira jamais le fardeau, mais là, on a la possibilité vraiment de l'étudier en réel. C'est vraiment un grand intérêt pour les musées. Et donc il m'amène à une nouvelle application de toute cette imagerie 3D, c'est bien sûr l'impression 3D. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Il existe un grand nombre de techniques pour l'impression 3D. Bien sûr, elles n'ont pas le même résultat, mais on peut faire aujourd'hui de l'impression 3D de très haute qualité, ce qui nous permet d'avoir des objets comme ceci qui ressemblent vraiment à des objets réels, et qui sont très intéressants à la fois pour l'étude et l'analyse, mais aussi pour la médiation, et donner au public la possibilité de voir ces objets-là. On a aussi la possibilité de rematérialiser les œuvres dans un autre lieu. Pour l'exposition Inca et Conquistador, donc au musée du Quai Branly, on a pu réimprimer le squelette de Pissarro. Pissarro n'a jamais quitté le Pérou, mais là-bas il l'avait passé au scanner, il nous a envoyé les données, on a pu réimprimer et du coup exposer le squelette de Pissarro au musée du Quai Branly. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu la différence entre un vrai squelette et l'impression 3D. C'était bien inscrit, c'était un faux, hein, mais c'est vrai que le rendu est quasiment identique. Et donc ça montre toutes les capacités que l'on peut avoir sur la rematérialisation des objets. Donc bien sûr, pour pouvoir imprimer en 3D, il y a un grand nombre d'étapes, et surtout on ne devient pas imprimeur 3D comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on entend beaucoup parler, mais ça demande beaucoup de travail.
beaucoup de temps et aussi d'argent, donc c'est toujours pas accessible à tout le monde, c'est sûr. Donc là, j'avais une vidéo, je la montrais quand même, de l'imprimante. Donc, qui a été utilisée pour imprimer les objets du musée du Quai Branly. Donc, au fur et à mesure, ça dépose des couches de poudre qui vont être liées par une colle et dans lequel est injectée directement la couleur, ce qui permet d'avoir des impressions 3D directement en couleur. Donc ça fonctionne avec des têtes d'impression comme si c'était sur du papier, sauf que c'est sur de la poudre. Et au fur et à mesure, donc couche par couche de 100 microns, on va finir par avoir un gros volume de poudre. Hop. Et là, c'est comme les fouilles archéologiques, on vient déterrer les objets qui ont été imprimés, puis les dépoussiérer. Et ensuite les tremper dans de la liquide. Donc ça montre bien que ça demande encore beaucoup d'intervention humaine de pouvoir imprimer en 3D des objets. Donc là, c'est un exemple d'un objet qui a été numérisé et réimprimé. J'ai apporté ici, donc c'est une petite statuette, elle est à la taille réelle ici. On savait qu'à l'intérieur il y avait quelque chose puisqu'on l'entendait. Et du coup, on a découvert qu'il y avait des perles. Donc le problème encore, c'est qu'on voit qu'il y a des perles, on sait qu'elles sont très denses parce qu'elles apparaissent blanches, mais on ne saura pas dire de quoi elles sont faites. On sait aussi qu'elles sont certainement très dures parce qu'on peut voir qu'ils, pour les percer, ils y sont allés des deux côtés. Donc on s'est dit qu'ils avaient eu du mal à le faire. Mais à part ça, on ne pourra pas déterminer la composition de ces perles. On a vu aussi que la pâte céramique entre la tête et le corps était différente. Donc c'est toutes ces informations-là qui sont vraiment importantes pour les conservateurs et pour les chercheurs. On voit très bien aussi la manière dont a été façonné l'objet et de pouvoir la réimprimer. Et là aussi, ça offre autre chose au public qui vient voir une exposition, il connaît les secrets d'une œuvre. C'est un nouvel intérêt pour, on pense, les publics. Et enfin, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, c'est très à la mode aussi. Juste pour faire simple, la différence, la réalité virtuelle, c'est dans des casques complètement immersifs, on est transporté dans un autre monde, un autre lieu. Notre cerveau est complètement trompé. Mais il y a des personnes pour qui c'est pas très agréable, parce qu'effectivement, on voit plus ses mains, on voit plus ses pieds, on ne sait plus où on est. Donc c'est très intéressant parce qu'on est vraiment dans un autre univers, mais c'est pas donné à tout le monde. Et par exemple, pour un musée, il faut se dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnant toujours à côté, parce qu'une fois qu'on est coupé du monde, il faut quelqu'un pour nous guider. La réalité augmentée, par contre, c'est tout ce qu'on peut trouver avec des tablettes, des smartphones, qui va nous apporter du contenu en plus sur un objet réel. Et là, ça devient quand même très intéressant. Et on a la même chose avec des lunettes. Et donc ici, j'ai les lunettes chez Microsoft, qui sont vraiment comme des casques, où là, on voit la réalité. C'est encore un peu gros, un peu lourd. Mais on voit la réalité, je vais marcher, je vais voir où je vais voir les objets, je vais voir les personnes. Et par-dessus, j'ai de l'information. Ça peut être un texte écrit, mais ça peut être aussi des hologrammes, des objets qu'on a numérisés. On peut imaginer voir une œuvre en 3D, placer les lunettes et découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment une grosse évolution et surtout des nouvelles informations à apporter au public. Après, il faut que les mentalités évoluent à la fois, surtout même dans les milieux des musées, qui ne veulent pas que justement ça devienne trop gadget, mais c'est du contenu scientifique vraiment et historique qui va être apporté en plus au public et qui, on pense, peut être très intéressant dans l'avenir. Donc là, j'avais aussi des vidéos qui montrent justement les démonstrations avec ces lunettes. Donc voilà, là on a rematérialisé un quota africain et on peut le placer où on veut dans une salle et rentrer à l'intérieur. On voit tous les ossements qu'il y a.
il y a un grand intérêt à la fois pour la médiation, mais aussi pour les restaurateurs et les chercheurs. On peut imaginer un restaurateur qui va avoir l'œuvre devant lui et à la fois les lunettes qui vont lui permettre d'aller à un endroit précis, comme un chirurgien, opérer sur l'objet à l'aide de ces informations augmentées. Donc voilà, c'est, je pense, mon dernier slide. Oui. Je vous remercie pour votre attention.